Dans un monde parfait, là où tout le monde est beau et tout le monde est gentil, légèrement faux cul même. Là où tout rentre dans des cases, rien ne dépasse, rien ne déborde. Là où le politiquement correct est le maître mot, où tout le monde fait attention à ce qu'il dit. On ne sait jamais, oh là là. Eh bien là, précisément là, vous ne trouverez pas l'équipe de l'hebdo. Maintenant revenons en arrière. Dans un monde qui est loin d'être parfait, là où tout le monde parle comme dans la vie, alors là, oui, ils sont là. Tout le monde est prêt? Alors, bienvenue chez vous, bienvenue dans l'hebdo sur Radio 2M. On est très content de vous retrouver sur l'hebdo comme chaque vendredi de 18 à 19h en son et en images sur les ondes de Radio 2M et sur nos réseaux sociaux. L'actualité de la semaine a été monopolisée par la visite du président français. Une visite qui symbolise le début d'une nouvelle ère dans les relations bilatérales entre Rabat et Paris. Et bien sûr, on ne peut regarder ça qu'avec beaucoup d'optimisme. Par conséquent, on s'intéresse aujourd'hui au volet économique de ce partenariat renouvelé. Et pour nous en parler, Gilles Abensour, président des conseillers du commerce extérieur de France pour la section Maroc. Nous le recevrons dans un instant. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Alors on y va. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour à tous. Salut toute seule. Bonjour Salma. Ça va? Vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Ouais, Très chargé. Bon, très content que ça se termine aussi, mais c'est très bien. Énormément. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Moi, je vais parler des groupes WhatsApp qui pourrissent notre vie. Ah ouais? Enfin, nos vies. Enfin, je parle pour moi. Après, je parle aussi pour Amine, qui n'aime pas les réseaux sociaux, qui n'aime pas Internet. Je suis très réseaux sociaux par contre. C'est pas vrai. Et moi, qui vu n'aime que pas chaque grosse communauté semaine, et je vous tout. livre ce qui se fait de mieux en matière d'intelligence artificielle. Cette fois, je vous emmènerai en France, Mhm. à l'occasion de la visite du président français, où les voleurs, même les voleurs, ne peuvent plus voler tranquillement et sont systématiquement pris la main dans le sac grâce à une IA. Intéressant. Moi, je vous parlerai du président français aussi, effectivement, et sa sortie relative au foot entre nos deux pays. Erina? Pour moi, comme chaque vendredi, ça sera le programme ou les événements à ne pas rater avec un focus sur le Years of Culture entre le Maroc et le Qatar. Intéressant tout ça. On a hâte de découvrir. Sans transition, on accueille notre invité. Je vous présente Monsieur Gilles Abensour, président des conseillers du commerce extérieur de France au Maroc. Et qui a plein de choses à L'invité. nous dire à l'occasion de cette visite. Bonjour, merci de Bonjour. m'accueillir aujourd'hui. Bienvenue sur l'hebdo. Donc voilà, sans transition encore une fois, on va commencer avec la bonne nouvelle de la semaine. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui a fait beaucoup de bruit, la mise en ligne de la carte complète du Maroc sur le site officiel du Quai d'Orsay. C'est ici joindre les mots à l'action de la part de notre partenaire français. Chirac était le premier, Macron fut le 4e président français de l'histoire à s'exprimer au cœur même de notre Parlement. Et c'est bien là qu'il a réitéré dans un discours à portée historique que pour la France, le Maroc, l'avenir... que pour la France, le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Peu de temps après, la diplomatie française suit et actualise la carte du Maroc par une carte qui inclut désormais nos provinces du Sud. Une carte enfin complète. La France ainsi emboîte le pas aux États-Unis et à d'autres nations qui ont également reconnu la souveraineté du Maroc sur l'entièreté de son territoire. C'est aussi et surtout un signal fort des intentions diplomatiques françaises et le sigle d'un partenariat renouvelé. Pour conclure, par contre, je dirais que dans notre doctrine nationale, la marocanité des provinces du Sud ne fait aucun doute. Mais la reconnaissance d'un pays membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, avec lequel nous partageons un passé colonial et qui, je cite les mots de notre souverain, connaît très bien la nature et les soubassements de ce conflit régional, reste quand même un atout majeur pour accompagner le plaidoyer de notre diplomatie internationale. Et pour ça, les amis, soyons heureux. Non, mais il y a de quoi. Normalement, il y a de quoi être heureux. D'autant plus que la France avait une position un peu particulière, puisque effectivement, comme tu l'as très bien souligné, d'autres nations avaient déjà emboîté le pas à d'autres, Oui. alors que les Français ont mis un peu de temps, mais c'est très bien que ça arrive aujourd'hui, vaut mieux tard que jamais. Monsieur Abensour, quel est votre regard sur toute cette visite? Écoutez, une visite exceptionnelle. Alors, je voulais vous parler déjà des conseillers du commerce extérieur pour commencer. Donc, les conseillers du commerce extérieur sont nommés par décret ministériel par le Premier ministre et le ministre chargé du commerce extérieur. Mhm. C'est un dispositif français qui est essentiellement conçu pour favoriser le commerce extérieur et conseiller les pouvoirs publics. Très bien. Voilà, au Maroc, nous sommes 64 conseillers du commerce extérieur.
Une grande partie représentent les entreprises du CAC 40, mais aussi des PME et aussi tous les tissus qu'on peut avoir au niveau de l'économie marocaine. Voilà, donc une belle section. Je pense qu'on est une des plus grandes sections au monde, peut-être la deuxième au monde, et donc très fier d'être le président de cette section des conseillers du commerce extérieur. Vous nous avez dit que c'était aussi un dispositif unique à la France. Oui, tout à fait, puisqu'on connaît peu de pays qui ont un dispositif similaire. On a des chambres de commerce dans plusieurs pays, mais ce dispositif des conseillers du commerce extérieur est assez spécifique et fonctionne très bien, puisque, comme je vous le disais, c'est une grande famille de 4500 chefs d'entreprise et experts internationaux. C'est énorme. Voilà, qui Oui. nous permettent d'avoir un maillage dans plusieurs pays du monde et d'être proche donc, des pouvoirs publics pour les conseiller. Donc, au Maroc, nous avons une relation très proche avec notre ambassadeur, Christophe Lecourtier, le chef du service économique aussi, avec qui nous discutons au quotidien pour apporter notre éclairage. Alors justement, comment vous avez suivi la visite? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Tous les accords voilà. Mais écoutez, je pense qu'on ne rêvait pas de tout ce qui vient de se passer pendant ces 2 jours. On sort d'une période qui a été un petit peu compliquée, pour la France. Je pense qu'à un moment, on a vu le verre à moitié vide et que là, on a vu le verre à moitié plein. Mais les chiffres sont là. Pour revenir, avant de parler de la visite, le plan émergence du Maroc, le secteur automobile, le secteur aéronautique ont été créés par des groupes français. Donc la France a accompagné ce développement industriel du Maroc de manière claire et incontestable. Aujourd'hui, la réussite de l'automobile qui dépasse les phosphates avec 15 milliards d'euros d'export cette année sont une exception qui fait qu'aujourd'hui, le Maroc a dépassé la vente de véhicules chinois en Europe. On a plus de véhicules made in Morocco que de véhicules chinois en Europe. Donc tout ça, ça a commencé en 2012 avec une ambition, une vision. Le Maroc est très fort pour ça, avoir un cap. On a la continuité des actions qui sont suivies par notre souverain. Et donc ça nous donne une très grande force parce qu'une fois qu'on met un cap, on va le déployer, on va aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, on a eu l'aéronautique, peut-être demain un écosystème ferroviaire. Donc tout ça, c'est des réussites consolidées, franco-marocaines. Et puis comme on aime le dire à nos amis français, aujourd'hui on considère que tout ça sont des entreprises marocaines, bien entendu, avec un transfert de technologie qui a été fait par les maisons mères. Mais aujourd'hui, un groupe comme Renault ou Stellantis ou Safran sont des réussites marocaines, avec des talents marocains. Voilà, alors pour revenir sur la visite, comme vous l'avez vu, 22 contrats stratégiques signés devant Sa Majesté. Une vingtaine de contrats ont été signés le lendemain durant la rencontre économique à l'UIR. Plus de 10 milliards d'euros d'engagement. C'est énorme, c'est du jamais vu. C'est un record pour la France. C'est du jamais vu, mais si on rapporte ça aujourd'hui à la taille du Maroc et ce que représente le Maroc, c'est ce que je disais, c'est pas si énorme que ça. Le Maroc aujourd'hui est une grande... Le précédent contrat, en fait, il était sous l'ère de Nicolas Sarkozy, il me semble. C'est environ 3 milliards. Sarkozy ou Hollande, je ne me rappelle plus. Oui, mais en tout cas, Sarko, c'était 3 milliards. 3 milliards d'euros. Donc aujourd'hui, on est à 10 milliards d'euros. Oui. D'engagement. Oui, on a triplé la valeur des... Sur un Maroc qui a énormément évolué en 2007, c'est ça? Voilà, exactement. Donc du coup, c'est ce que vous disiez, que les 10 milliards finalement étaient à l'image en fait du développement du... Au développement du Maroc. Au développement du Maroc et de ses ambitions surtout, puisqu'aujourd'hui le Maroc est une véritable puissance régionale. Est-ce que vous pensez que la France en attendait autant? Alors écoutez, je ne sais pas si la France en attendait autant. Je pense que les ambitions sont fortes. Hier, le président Macron disait en conclusion de son discours à la résidence de France, nous avons ouvert un livre, écrit les premières lignes, il vous convient à vous de continuer l'écriture de ce livre. Et donc je pense que les premières lignes disent 10 milliards, mais que ce livre peut aller beaucoup plus loin, parce qu'on veut un partenariat renouvelé, un partenariat différent, sur 30 ans au moins, d'exception, et surtout une prise de conscience, pour moi très claire et enfin, de ce qu'est le Maroc. Et donc aujourd'hui, on vous dit,
ce n'est plus juste faire du business ou du commerce, c'est avoir un partenariat stratégique. On s'est rendu compte pendant la pandémie de la complexité des chaînes de valeur, et donc on veut relocaliser les chaînes de valeur. Et on se dit, on a une main-d'œuvre au Maroc, on découvre aussi que cette main-d'œuvre est qualifiée. Plus de 20 000 ingénieurs, on disait pendant la conférence, non pas 10 000 mais 20 000 ingénieurs, dont à peu près 45% de femmes, ce qui est aussi assez exceptionnel. Donc on a des ingénieurs, on a de la main-d'œuvre normale, on a aussi une vision stratégique en termes d'énergie verte, puisque le Maroc a commencé cette transition il y a bien longtemps, au moins une quinzaine d'années, avec l'éolien, etc. Donc on est en avance, si vous voulez. Et le président disait hier, avec une Europe qui se retrouve déstabilisée sur un mix énergétique qui était basé sur le gaz russe et qui aujourd'hui pose problème. Donc on se retrouve dans une situation où on a un Maroc à la porte de l'Europe qui est capable de répondre à beaucoup d'interrogations ou d'équations, y compris celle de l'énergie. Et je pense que sur l'énergie, il y a une feuille de route à écrire avec cette énergie marocaine décarbonée qui provient de l'éolien, du solaire et aussi de l'hydrogène avec tous les projets qui ont été signés en termes d'hydrogène. Qu'est-ce que ça signifie pour vous de voir autant d'accords conclus par la France avec un seul pays? On peut analyser ça comment? Écoutez, aujourd'hui, je pense que la France représente plus de 30% des IDE marocains, 30-31%. Le Maroc est le premier récipiendaire de l'AFD. Donc l'AFD prête dans le monde essentiellement au Maroc. Donc tout ça n'est pas nouveau, si vous voulez. Donc cette relation, elle a toujours été intense, exceptionnelle. Alors peut-être qu'à un moment donné, on la voyait différemment, mais ce qu'ont fait les grands groupes français au Maroc, pour moi, montre qu'on a une feuille de route qu'on peut déployer et que tout ce qui a été signé me paraît complètement dans la logique vraiment de ce qu'on peut faire entre la France et le Maroc. Et les relations ont toujours été très bonnes quoi qu'il en soit, puisque malgré la brouille diplomatique, on a quand même atteint les 14 milliards en 2022, post-Covid, etc. Moi j'ai une autre question pour vous. Tout à l'heure vous parliez de voir le verre à moitié vide, et là de le voir à moitié plein. Moi j'ai le sentiment, après voilà, je suis pas experte en économie, que là il est déjà plein, quand on voit que la quasi-totalité des entreprises du CAC 40 sont installées en France, 1300 entreprises filiales installées au Maroc, pardon, excuse-moi, merci de me corriger. La quasi-totalité du CAC 40, je précise. Ça ouvre la voie à quoi dans les 10-15 prochaines années? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Moi, j'ai l'impression qu'on a déjà tout fait. Vous avez parlé effectivement d'éolien, etc., d'énergie verte. Comment est-ce que vous imaginez les 30 prochaines années, vous? L'humain, moi, je dirais. Mais écoutez, oui, l'humain... Alors, on va construire sur ses acquis, effectivement, avec un cadre stratégique global qui existe aujourd'hui, mais je pense qu'il suffit de ressortir les gros axes qui ont été définis pendant la visite, qui sont la sécurité sanitaire et la production de vaccins, l'eau et la gestion des ressources hydriques, l'agriculture et la gestion forestière et la sécurité alimentaire avec l'OCP, la coopération sécuritaire et la défense, la connectivité, la transition énergétique et l'intelligence artificielle, les infrastructures, l'éducation, la coopération culturelle. Donc tout ça va bien au-delà des relations purement économiques, puisqu'aujourd'hui on voit au Maroc un partenaire global sur un ensemble de facteurs. Je pense qu'on disait que ce type d'accord n'a été signé qu'avec le Maroc, hormis les autres pays de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, on considère le Maroc vraiment comme un partenaire exceptionnel. Et fiable. Et fiable, bien entendu. Alors justement, Salima en a parlé. Et fiable, et si vous permettez, et qui n'a plus rien à prouver, puisque on a vu ce qu'a été capable de faire le Maroc en une dizaine d'années. Si on revient à 2010, 2012, Tanger Med, on se disait, est-ce que ça va fonctionner? C'est un hub aujourd'hui complètement reconnu. Oui. Dakhla est en passe de le devenir. Dakhla est en passe de le devenir, tout à fait. Si on reprend les métiers mondiaux, l'automobile, c'est un grand pari. Aujourd'hui, on ne parle plus de la position du Maroc dans l'automobile ni dans l'aéronautique. Donc tout ça, aujourd'hui, nous met dans une position où le Maroc a confirmé, consolidé ses acquis. Et donc aujourd'hui, il faut déployer cette nouvelle feuille de route.
Alors Salima, on avait parlé tout à l'heure, 14 milliards d'euros, c'est la valeur des échanges commerciaux entre nos deux pays en 2023, sachant que les années d'avant, c'était des années de gel, on va dire, diplomatique. Est-ce qu'on peut dire que les bruits diplomatiques ne touchent pas forcément les relations économiques entre nos deux pays ? Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison, parce qu'effectivement, il y a eu une brouille diplomatique, mais on peut dire que les relations économiques ont été préservées, puisque les échanges n'ont pas cessé de croître pendant les 4-5 dernières années. En 2021, on était à 11 milliards, aujourd'hui on est à 14,7 milliards, donc tout ça a fonctionné parfaitement, effectivement. On va dire qu'on n'a pas mélangé le politique et l'économique, et tout ça est en l'honneur du Maroc. Par rapport à ça, on n'arrive pas à trancher. Quel est notre premier partenaire ? Est-ce que tu peux garder ta question ? Non. Je vais l'oublier. Non, mais note-la. Je vais revenir vers toi. Okay. On va aller chez Safia. Safia qui aujourd'hui brasse un peu hors du thème avec les groupes WhatsApp qui nous empoisonnent la vie, je te cite. Exactement. C'est le dérapage contrôlé. Quand elle part en live, difficile de la contrôler. Dérapage contrôlé avec Safia. Pour cette semaine, je voulais faire ma chronique sur un passage du discours d'Emmanuel Macron au Parlement, celui du tout début quand il a parlé du corsaire Ben Aïcha. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai eu directement dans la tête l'image de Johnny Depp dans le rôle de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Et alors que j'étais plongée dans son histoire d'amour avec la fille de Louis XIV, Marie-Anne de Bourbon, j'ai reçu du groupe WhatsApp de l'Hebdo environ 360 messages. Et dès que j'ai eu le malheur d'enlever le mute, ce son incessant qui me provoque des crises d'angoisse. Je ne sais pas pour vous, mais moi je n'en peux plus de ces notifications et donc j'ai changé mon fusil d'épaule et décidé de vous parler de ces interruptions parasites qui procurent les mêmes symptômes que le trouble déficit de l'attention. Petite question autour de la table. Combien vous avez de groupes actifs sur WhatsApp ? Franchement, une quinzaine. Ouais, 5, entre 5 et 10. 5, ouais, les 5 on va dire. Moi je dirais 5 aussi. Ouais, et le pire c'est celui des parents d'élèves. Et vous, monsieur Abensour ? Ah, je ne compte plus. Entre le groupe, de la famille, des amis, du travail, je suis perdue. J'ai 11 groupes actifs. Et quand j'ai le malheur de ne pas toucher mon téléphone juste pendant 1 à 2 heures, je me retrouve sans exagération avec 31 975 messages en attente. Le pire, c'est quand je vois sur mon écran « Flena vient de vous ajouter au groupe WhatsApp EVJF de notre bestie ». Ou tu as une ribambelle de nanas qui te disent ce que tu dois porter, où tu dois sortir et combien tu vas casquer. Ça y est, j'ai envie de jeter mon téléphone par la fenêtre. Après, je me rappelle que ça coûte cher ces machins-là et que peut-être je suis atteinte d'anxiété numérique. J'inspire et j'expire par où je peux et comme tout bon trentenaire qui ne sait pas quoi écrire et qui ne veut pas se mouiller, j'envoie un gif pour confirmer ma participation enthousiaste à ces échanges. C'est pire pour les groupes de travail. Il n'y a pas d'horaire. Quelqu'un a remarqué le bug du site ? Vos sujets sont prêts ? Attention, alerte météo à diffuser. En temps normal, pas de souci, mais quand c'est tout le temps, nuit, jour, week-end, jour off, et si on a le malheur de vivre sa vie loin de son téléphone, tu te retrouves avec des centaines de messages et il te faut 3 heures pour t'updater. Il y a même des vocaux. Désolé, mais écoutez, des messages qui dépassent les 2 minutes, moi je les mets en accéléré. D'ailleurs, merci à Meta pour cette fonction. Et dans ces cascades d'informations, très difficile de remonter le fil d'une conversation pour identifier l'origine du problème. Pourtant, le boss prend des décisions en se basant uniquement sur des retours de WhatsApp. Bref, une vraie cacophonie. Je change même ma sonnerie WhatsApp pour éviter ce réflexe de Pavlov. Pour mon ami Larousse, cela représente le changement d'un réflexe absolu en une réponse acquise par l'individu et blablabla. En gros, quand on entend une notification, on a besoin d'aller voir nos téléphones. Alors, il est bien gentil le Pavlov, mais en 2024, le monde entier est stimulus. Alors, vous savez quoi ? Laissez-moi tranquille, moi je me mets en mode avion. Bravo. Effectivement. Mais ce qu'elle dit pas, ce qu'elle dit pas, c'est que sur le groupe de l'hebdo, c'est elle qui poste le plus. Moi, j'ai une question. Alors là, c'est le moment de passer un message à vos collaborateurs. C'est très personnel. Qu'est-ce que vous invitez, enfin, quel est le conseil que vous avez à donner à vos collaborateurs pour ceux qui vous ennuient sur les grands groupes WhatsApp Alors c'est très simple. Est-ce que c'est les audios qui vous saoulent ? Moi, j'ai fixé une règle avec mes collaborateurs, pas de professionnels sur WhatsApp. Ah bon ? Tout à fait. Vous fonctionnez par email et appel ? Et les réseaux internes, l'intranet interne, qui nous permet de communiquer, mais j'estime que le WhatsApp est assez personnel et je ne souhaite pas recevoir des validations de contrats ou autre chose sur mon WhatsApp. Fathia, tu entends ? On annule le groupe. Et dans notre patronne. On annule le groupe l'hebdo WhatsApp. Elle va s'ennuyer dans la vie si on annule du groupe. Non, j'ai encore 10 autres groupes, ça va, j'ai de quoi faire. Non, mais c'est vrai que ça a changé nos vies. C'est fatigant. Alors, ta question ? Ma question, c'est par rapport aux 14 milliards, justement. Est-ce qu'ils en font aujourd'hui ? Parce que bon, j'arrive pas à trancher, j'arrive pas à avoir une info fiable là-dessus.
est-ce qu'ils font de la France le premier ou le second partenaire commercial après l'Espagne? Alors, votre question est pertinente. Alors, je vais essayer d'y répondre. C'est rare, mais ça arrive. Je vais essayer d'y répondre de manière assez claire. Je pense qu'en termes d'échanges commerciaux, l'Espagne dépasse aujourd'hui la France. Oui. Mais vous avez un phénomène qu'on va appeler le phénomène de l'iPhone. Le phénomène de l'iPhone, c'est que vous avez un iPhone qui est made in China et qui va avoir seulement quelques pourcents de valeur ajoutée chinoise, mais qui pourtant va être classifié comme étant un produit made in China et qui avait complètement déstabilisé les échanges entre la Chine et les États-Unis. Avec l'arrivée de l'automobile au Maroc, on est tombé sur un phénomène où on a dû importer massivement des moteurs, des boîtes à vitesse, des composants, essentiellement d'Espagne. Puisque l'organisation des grands groupes fait que Renault va livrer ses moteurs ou ses boîtes à vitesse de Valladolid. Saint-Gobain, ses vitrages viendront d'Espagne pour être transformés au Maroc. Et donc ce paradoxe de l'iPhone fait qu'on a aujourd'hui beaucoup de produits qui viennent d'Espagne, qui sont produits dans des entreprises françaises en plus, pour compléter le dispositif de chaîne de valeur au Maroc. Alors vous avez une autre analyse qui a été produite par le ministère des Finances marocain, qui est l'analyse selon la valeur ajoutée. Et quand on retraite ces chiffres d'importation selon la valeur ajoutée, on voit que la France est très clairement le premier partenaire du Maroc. D'accord. C'est très clair. Tu as une réponse fiable, Pas seulement pour les auditeurs aussi. À ce sujet. Moi, je voudrais juste reprendre peut-être le commentaire de certains internautes ou même un bon nombre de Marocains. Enfin, une fois qu'ils voient voilà, ce qui s'est passé cette semaine, là d'un coup, on dit c'est bon, ça veut dire que c'est fini la crise des visas. Alors écoutez... Est-ce que c'est une réalité? Je ne suis pas habilité à parler de C'est la première chose. Je pense qu'il nous faudra quelqu'un. En fait, la question semble sortie d'ailleurs, mais elle est supra-légitime parce qu'effectivement, dans le top of mind de tous ceux qui nous écoutent finalement dans leur voiture actuellement, c'est un peu ça finalement. Au sortir de cette, il y a effectivement la reconnaissance de notre intégrité territoriale pleine et totale, mais il y a en second lieu cette histoire de visa parce que ça turlupine tout le monde. Quand tu avais des élites françaises qui étaient bloquées, qui étaient bloquées, qui ne pouvaient pas aller en France, c'était quand même humiliant, donc c'est un peu contribué. Des élites marocaines. Pardon, mais je fourche beaucoup des élites marocaines. J'ai dit les élites françaises encore. Attends, je pense. Mais on l'a compris. Je pense que avec l'arrivée de l'ambassadeur Lecourtier il y a 2 ans, il s'était engagé à rétablir. On avait aussi la ministre Colonna qui était venue il y a à peu près 1 an et demi et qui avait dit retour à la normale. Donc je pense que retour à la normale, c'est très clair, les dispositifs ont été déroulés, le nombre de visas a été quasiment doublé, donc tout ça fonctionne aujourd'hui parfaitement, mais la demande aussi a été beaucoup plus accélérée, donc on peut avoir le sentiment qu'on a encore du mal à voir ces visas. Je pense qu'aussi la France a fluidifié le système avec TLS, qui est le sous-traitant en termes de visa. Donc vous aviez aussi d'autres problématiques qui s'étaient ingérées au niveau de la prise de rendez-vous. Ouais. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, retour à la normale est le terme qu'il faut garder. Alors vous avez parlé de la théorie de l'iPhone, avec le marché chinois et tout ça. Je vais vous poser une question concernant l'artisanat marocain qui est exporté en France. Est-ce que c'est un marché qui attire toujours? Et puis surtout, comment le protéger face au Made in China? Parce que les Chinois font aujourd'hui des babouches, ils font des djellabas, ils font des tapis berbères. Des tapis berbères, donc à votre avis? Écoutez, j'ai pas de réponse par rapport à ça. Je pense qu'effectivement, c'est une sensibilisation sur l'artisanat marocain. Je pense que c'est Rachida Dati, pendant sa visite, qui disait qu'elle voulait classer au patrimoine de l'UNESCO le caftan marocain, le zalige marocain, etc. Donc tout ça passera par cette normalisation, si vous voulez, de cet artisanat marocain et de tous ces joyaux nationaux, et qu'effectivement, il faudra regarder comment on est capable de structurer, si vous voulez, la démarche pour que dans la tête du consommateur, il puisse faire clairement la différence entre un produit du terroir marocain. Mais c'est un problème un peu plus complexe. Vous avez aujourd'hui beaucoup d'huile d'argan qui ne vient pas du Maroc et qui a l'appellation d'huile d'argan ou autre. Je pense qu'il y a un travail à faire entre le ministère de l'Artisanat, le ministère du Commerce et le consommateur à la fin. Pour préserver. Une convention a été signée en mai
donc entre Rachida Dati, la ministre de la Culture, et notre ministre de la Culture, Mahdi Ben Saïd, pour justement valoriser le travail des Ma'allem ici, en France. C'est ça, c'est le seul moyen de valoriser notre terroir et de le protéger contre le marché chinois, qui est très féroce, on va dire. Alors, vous avez sûrement eu vent de la décision de la Cour de justice européenne sur les accords agricoles et de pêche entre l'UE et le Maroc. Vous en pensez quoi ? Écoutez, je n'ai pas de compétences sur ce... non, très sérieusement. Hein. Je ne maîtrise pas la subtilité. Mais pour vous, en tant que conseiller du commerce extérieur, parce que c'est quand même un des plus grands accords qu'on a... Je pense que la France fera ce qu'il faut pour défendre les positions du Maroc. On a un partenaire, comme vous le disiez, au sein du Conseil de sécurité et qui connaît la valeur du Maroc. Je pense qu'il n'y a pas de sujet au niveau français et que la France nous aidera à surmonter cette crise. Moi j'ai une question par rapport à ce qui a été fait et par rapport à ce qui reste à faire. Est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs sur les 22 accords qui ont été signés, ou du moins sur l'entente qui va se faire, quels sont les principaux qu'on a actés aujourd'hui, à quel niveau ? Les plus marquantes. Voilà. Et en second lieu, où c'est qu'on peut creuser encore ? C'est-à-dire quels sont aujourd'hui les secteurs sur lesquels le Maroc doit travailler pour éventuellement pouvoir aller chercher des choses supplémentaires en France et vice-versa. Alors écoutez, moi il y en a une qui m'a... Je vais en citer qu'une parmi toutes celles-là. Donc bien sûr, vous avez tout ce qui est eau, agriculture, énergie, décarbonation qui a été mise en avant. L'AFD aussi a été très présent. L'AFD ? L'Agence française de développement, en termes de financement, puisque plusieurs financements avec l'OCP et d'autres organismes ont été mis en avant. On a bien sûr, ce que vous disiez tout à l'heure, le ferroviaire, mais il y a aussi Total Energy qui a signé un très gros accord pour l'hydrogène vert. Mais je vous disais, celle qui m'a le plus interpellé, c'est le protocole d'accord sur la création d'un accélérateur d'investissement Maroc-France pour accompagner les PME et les startups françaises et marocaines. Et je pense que ça, c'est important. On a eu une approche toujours de grands groupes qui arrivaient, de gros projets. Renault, Stellantis, Alstom, Total, etc. Je pense que ce développement économique et social est très important. Et je pense que c'est un bel accord qui nous permettra d'accélérer l'émergence de PME. Et c'est un vrai sujet parce que la croissance d'une économie passe non seulement par les grands groupes comme Saint-Gobain que je représente, mais aussi par l'émergence du tissu de PME. Oui, c'est les PME qui représentent plus de 90% de notre tissu économique, il faut le rappeler ici au Maroc. Alors, on parle aussi de plus de 1300 filiales françaises qui sont ici. Alors, quand ce protocole, est-ce que vous pouvez le détailler pour nos auditeurs très précisément ? Il implique quoi ? Et qu'est-ce que la France a à offrir à ce niveau-là ? Alors, le protocole tel que je le lis, c'est mettre en place un accélérateur d'investissement entre le FMI et l'ensemble des équipes France telles que l'AFD, BPI et STOA pour soutenir l'investissement privé et accompagner les PME et start-up françaises et marocaines. D'accord. Donc c'est beaucoup d'organismes de financement déjà qui sont impliqués. Oui, en fait, on n'est pas économiste, mais bon, on sait aujourd'hui ce dont souffrent les PME effectivement, c'est l'accès au financement. Exactement. Je pense que c'est le nerf de la guerre et c'est un point nodal aujourd'hui entre une boîte qui va être pérenne et une boîte qui ne sera pas pérenne. Donc effectivement, je pense que c'est une excellente chose. Et je pense que ça amène la seconde question que je vous ai posée. Aujourd'hui, quels sont les secteurs aujourd'hui dans lesquels on peut encore aller creuser pour en faire des secteurs attractifs tant pour le Maroc que pour la France, à votre avis ? Alors, je vais recompléter la première question, si vous permettez, par rapport à ces financements, et rappeler que le Maroc est le premier investisseur africain en France. Donc, on a cette réciprocité. Et donc, ceci est aussi possible grâce à ces dispositifs. Et aujourd'hui, où on a un ensemble de groupes marocains qui vont acquérir des sociétés en France pour avoir non plus, on va dire, une vision seulement Maroc-Afrique, mais aussi une vision Maroc-Europe grâce à ces investissements qui sont faits via justement ces organismes. Je reviens à votre question. Donc aujourd'hui, les nouveaux secteurs qu'on pourrait mettre en avant. Écoutez, je pense franchement qu'au niveau du
capital humain, au niveau de tout ce qui est recherche, ingénieur, le Maroc a beaucoup à apporter. On l'a vu au niveau du digital ou numérique. Est-ce qu'on ne parlera pas de fuite des cerveaux dans ce cas-là ? Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, et justement, plusieurs personnes en parlaient, plusieurs grands groupes pendant les rencontres économiques, et on disait que justement, aujourd'hui, on ne veut plus parler de fuite de cerveau, mais tous ces grands groupes proposent aujourd'hui à leur cadre marocain d'évoluer à l'international, pour éviter justement que ces cerveaux fuient, mais que ces cerveaux puissent aller s'émanciper, évoluer dans d'autres entreprises du groupe ou d'autres filiales du groupe, et revenir au Maroc pour continuer le développement de leur pays, de leur entreprise, etc. Donc aujourd'hui, on est complètement conscient de ce que vous dites, de cette fuite des cerveaux. Et le dispositif qui est mis en place, c'est justement une ouverture. Et on peut dire qu'il y a des très belles réussites de managers marocains à l'international aujourd'hui, qui prouvent encore que le capital humain est de grande qualité. Et eux, ils ne sont pas encore revenus, par contre. Ah si, il y en a beaucoup qui sont. Il y en a beaucoup qui reviennent. C'est vrai qu'on manque de chiffres, on manque de données là-dessus, mais il y en a quand même beaucoup qui reviennent. Et puis, effectivement, le fait que plusieurs sociétés, grands groupes s'installent, ça contribue à créer tout cet écosystème dont vous parlez, très important. Très bien. Monsieur Abensour, est-ce que vous êtes fan de foot ? Eh bien, je vais vous décevoir. Non. Non. Vous décevez Amine en voilà, tant j'ai un fils qui est fou de foot, mais voilà, chacun a sa passion. Alors, vous êtes plutôt penché sur quel sport ? Écoutez, j'ai un sport qui s'appelle Excel. C'est vrai, c'est un sport des ménages. Ouais, voilà, ça grille pas beaucoup de calories, tout ça. Hein. Mais ça stimule, voilà, ça stimule. Des milliards. Alors, une déclaration d'Emmanuel Macron qui a titillé Amine. Y a rien, ça joue. Y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Alors, chers vous tous qui êtes ici, avec cette visite d'État chez nous du président Emmanuel Macron et son discours donc au Parlement, vous avez parlé de politique, je vous ai écouté, d'économie, de relations bilatérales, d'enseignement aussi. Mais vous avez oublié le plus fun pour moi en tout cas, et c'est ce passage-là en particulier. Permettez-moi simplement cette remarque. S'il est un domaine où nous persistons à nous opposer, c'est uniquement le football. Parce que c'est une passion partagée, le match France-Maroc de 2022 restera l'un des grands moments de la Coupe du Monde. Malgré tout, vos joueurs font rêver nos championnats et tant de nos équipes, et c'est une des choses qui réconcilie le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Et je souhaite que l'accueil de la Coupe du Monde par le Maroc en 2030 soit le succès auquel nous sommes impatients de participer et nous offre une fois encore tant de moments d'émotion. Et il a raison le président Macron, parce qu'en fait, même si dans nos rares rencontres de foot avec la France, on ne s'est jamais fait de cadeau, même si personne n'a jamais rien lâché sur le terrain, et même si honnêtement, les matchs officiels ou amicaux ont toujours été marqués par une franche camaraderie et un esprit bon enfant, c'était un peu comme si on partageait un bon couscous ou un bœuf bourguignon. Mais encore, quand on voit les scores, sauf une fois en 2000, quand la France a lâché les chevaux en finale de la 3e édition du Trophée Hassan II, et qu'elle nous en a mis 5, le reste du temps, ça s'est toujours joué à peu de choses. Et là, j'aimerais refaire un peu d'histoire. Le premier match a été au lendemain de notre indépendance en 63, quand la France était repartie chez nous avec une petite victoire 2-1 seulement, avant qu'on prenne notre revanche en mai 98 au péno d'un match de la seconde édition du même Trophée Hassan II. Ensuite, il y a eu la fête au Stade de France à Saint-Denis en 2007, avec un match amical qui a à peine été gâché par un petit envahissement de rien du tout en fin de rencontre du terrain, histoire quand même de maintenir le match nul 2-2 au cas où l'une des deux équipes aurait eu la mauvaise idée d'aller en mettre un troisième et rompre ce si fragile équilibre. Un match nul, faut l'avouer, c'est quand même mieux pour nos relations bilatérales et notre histoire d'amour mutuel. On se fait la bise, on se quitte bons amis et tout le monde est content. Mais en vrai, le match qui a vraiment compté, vous le savez bien, qui a déchaîné les ardeurs et secoué les foules, c'est bien évidemment cette historique demi-finale de Coupe du Monde au Qatar en 2022. Et cette France tenante du titre qui nous a battu 2-0 sans vraiment forcer son talent. Parce qu'ils étaient bien meilleurs, il faut bien le dire, mais aussi parce que la moitié de notre équipe était estropiée, il faut le dire aussi. Le président Macron l'a fort justement rappelé, le foot, et ce match en particulier, a été la preuve d'une véritable passion partagée, ce sont ses mots. Il restera l'un des grands moments de la Coupe du Monde, mais avec tout le respect que j'ai pour ce président Macron, il a oublié de dire la chose la plus importante ce mardi 29 octobre 2024, face à ce Parlement marocain blindé de monde.
c'est qu'il y avait bien penalty de Théo Hernandez sur Sofiane Boufal à la 27e minute, effectivement. Non sifflé par l'arbitre mexicain César Ramos. Donc penalty et carton jaune pour le latéral gauche français. Un penalty qui aurait pu changer le cours de l'histoire et cette demi-finale de la Coupe du Monde, mais Dieu l'a voulu ainsi. Alors c'est vrai, nos joueurs font rêver le championnat de France, comme l'a dit le président, puisqu'on était plus d'une centaine jusque-là à avoir porté et défendu ses couleurs. En revanche, qu'ils me permettent sérieusement de douter sur quoi que ce soit qui puisse réconcilier le PSG de Hakimi et l'Olympique de Marseille de Amin Harit. D'abord parce que ça irait contre la rivalité saine et naturelle qui les unit, le PSG et l'OM, mais aussi et surtout parce qu'on ne pourra jamais les comparer. Monsieur le Président, à l'OM, on sera jamais les premiers. Oh. Bravo. Ah, on sent beaucoup d'émotions. Bah oui. Les premiers, c'est quoi? C'est pourquoi? Pour vous qui suivez le foot, pourquoi l'OM sera toujours première par rapport au PSG? Parce qu'elle a une étoile. Exactement, une Champions League que le PSG n'aura encore jamais gagné. Wow. Voilà, donc on est à jamais les premiers. J'aime bien le fait que Rimel soit. Ah ouais, mais c'est Bravo, bien. bravo. C'est la seule d'ailleurs qui suit bien Mais tout ça. tu n'as pas cité le cafouillage dans la surface de réparation De quel? lors de ce match-là, le premier but des Français contre le Maroc. Ouais, mais bon, ça c'est dans le cours du jeu, c'est normal. Mais par contre, il y a bien péno. Et il le dit pas. Et péno sur Soufiane Boufal. On aurait fait 1-1, bah, ça aurait été, l'histoire aurait été écrite différemment. On parle de foot. Paris donc sait que Rabat finalement représente l'avenir en pilotant des grands événements internationaux comme la Coupe du Monde, la CAN, etc. Ça représente quoi sur le plan économique? Est-ce qu'il faudra plus de trains, plus d'avions? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense que les trains, les avions et les stades, c'est déjà décidé. Ce que je pense que la France peut apporter, c'est l'expertise des Jeux Olympiques, puisqu'on vient de terminer les Jeux Olympiques de Paris, et que là-dessus, il y a des task force qui se rapprochent du Maroc au niveau des autorités pour justement apporter l'expertise en termes d'organisation et de déroulé des Jeux Olympiques versus la CAN ou la Coupe du Monde qui se passera au Maroc. Cette reconnaissance française de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, ça signifie quoi pour une relation économique? Est-ce que ça veut dire que les entreprises pourront investir dans le Sahara? Oui, je pense que le président Macron l'a dit hier très clairement. Il a dit « J'encourage les entreprises à investir dans le Sahara occidental puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de barrières juridiques. » Donc, les organismes tels que l'AFD, BPI et tous ceux qu'on a cités pourront aujourd'hui prêter de manière, je pense, complètement sereine au niveau du Sahara. Et puis je pense qu'il a aussi annoncé un déplacement de l'ambassadeur la semaine prochaine. Oui. Ils ont aussi annoncé que le brevet des collèges et le baccalauréat seraient passés, je pense, à Dakhla. Ah. Oui. Ah bon? Tout à fait. On est passé à côté de cette information. Là, vous êtes passé à côté de intéressant. cette information hier et que c'était une annonce qui a été faite hier donc, par le président Macron. D'accord. Et que donc les lycées délivreront les attestations de brevet de collège et de baccalauréat. Donc tout ça avance. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de questions. C'est une évidence pour tout le monde si ça ne l'était pas. La France compte aussi avoir une présence consulaire dans les provinces du Sud. Tout à fait. Administrativement, ça devrait être beaucoup plus simple. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a plus de sujet en fait. Quand Emmanuel Macron dit nous accompagnerons le développement de ces provinces du Sud au bénéfice des populations locales, il n'y a plus de sujet. Voilà, final, sans commentaire, c'est terminé. Maintenant, sortir de tout ça, et que le Quai d'Orsay tout ça publie le soir même oui. la carte du Maroc dans son intégralité. J'ai envie de dire il était temps, mais bon, après, chaque chose arrive en son temps. Voilà. Alors, en langage de foot, on peut dire qu'à la fin du match, ça fait 2-2, ça fait 2-1 pour nous, ça fait 2-1 pour la France. Comment vous direz ça, vous? Allez, je pense que ça fait 2-2. Ça fait 2-2. Parce que maintenant, win-win. On est vraiment sur un partenariat, mais d'égal à égal. Il y a très plus bien. de. Ça fait très plaisir à entendre. Et sur un nouveau livre, comme à écrire ensemble. mentionné. Très bien. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui intéresse? Mais il y avait penalty, moi je le dis quand même, à la 27e minute. Président Macron l'a pas reconnu. Il va pas arrêter. Moi je dis qu'il y avait penalty parce qu'on aurait pu aller. Exactement, on aurait pu aller. Il faudra des litres et des litres d'eau pour que ça passe. Mais le président aurait pu le reconnaître qu'il y avait bien penalty sur Boufal. Ouais. On lui dira. Je peux poser ma question? Ouais, vas-y, mais bien. Permettez-moi. Bien sûr, mais juste. Qu'est-ce qui intéresse les entreprises françaises dans les provinces du Sud? Quels sont les domaines un petit peu Alors écoutez, je ne suis pas expert de toutes les entreprises françaises, mais je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui tourne autour de l'énergie est clairement un axe dans les provinces du Sud. On a du dessalement, certes, l'eau, bien entendu, mais aussi tout ce qui va être lié à l'hydrogène, tout ce qui va être lié aux énergies renouvelables,
intéresse bien entendu les entreprises françaises dans leur mix de décarbonation. Je pense que si on regarde un petit peu le déroulé, la France a commencé au Maroc dans les années 60, 70, 80 avec tout ce qui était banque, assurance, services. Puis après, dans les années 2000, avec les métiers mondiaux, comme on l'a dit, avec l'auto, l'aéro, etc. Et aujourd'hui, on est dans la période de décarbonation. Et donc, des objectifs ont été fixés et on veut s'appuyer sur le Maroc pour les atteindre. Et en termes de foncier et de disponibilité, je pense que les provinces du Sud vont être un accélérateur et un atout clair du Maroc pour permettre de réaliser ces objectifs de mix énergétique et de décarbonation. Très bien, je vais sauter du coq à l'âne un peu. Est-ce que vous êtes fan de l'intelligence artificielle ? Fan, je ne sais pas, en tant que chef mais intrigué. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Dorénavant, je vais être intrigué moi aussi, parce que je ne veux plus passer pour le vieux sceptique. Je n'ai toujours pas accepté ChatGPT pour rédiger mes résumés. Merci. Vous faites bien. Vous faites bien. Voilà. Mais bien sûr qu'il fait bien. Oui. Merci de le répéter, de le préciser. Chez toi, dorénavant, je vais devenir sceptique moi aussi. Oui. Je veux plus être. Un logiciel d'intelligence artificielle capable de détecter des voleurs. Comment, pourquoi, comment ça fonctionne, etc. C'est dans Fallait y penser ou pas. Radio 2M, l'hebdo. Le stylo de J'ai toujours pas de jingle au passage. Bon, c'est pas grave. Alors, les caméras dopées à l'IA, nouvel outil des supermarchés contre le vol. Effectivement, on l'a dit, l'IA est partout, mais maintenant elle est dans les caméras. Elles ne suffisent plus seules à endiguer le phénomène croissant des vols à l'étalage. L'intelligence artificielle change tout. Ces nouvelles caméras sont capables de détecter. Alors, je précise qu'on est en France, d'accord ? Parce que je l'ai précisé tout à l'heure en début d'émission. Donc, les supermarchés utilisent ces caméras pour détecter des gestes et des comportements suspects, comme sur ces images, si vous nous suivez en direct sur les réseaux sociaux. Grâce à un logiciel de détection de comportement dans les magasins. C'est très précis. Alors, Amine, tu m'écoutes, s'il te plaît ? Religieusement. C'est très précis. Dès que vous êtes dans le rayon, que vous prenez l'article, que vous le mettez dans votre sac, ça y est, ça sonne, ça alerte donc les services de sécurité. Il faut savoir que c'est très important puisque c'est un fléau qui touche, selon nos confrères de TF1, 42 000 vols à l'étalage qui ont été déclarés en 2022, 14% de plus par rapport à l'année précédente. Je précise qu'on est en France, toujours. Et bon, 42 000 vols à l'étalage, seulement ceux qui ont été déclarés. Donc c'est sûrement 2 ou 3 fois plus. Donc plusieurs magasins ont décidé de se doter de ces logiciels d'intelligence artificielle et c'est très précis. Et à chaque fois que les fraudes ont été identifiées, c'est grâce à ces caméras, avec de vrais bénéfices, des économies réalisées sur le nombre d'articles volés. De 5 000 € d'articles, ce montant a été réduit à environ 1 500 €, donc de quoi réduire les pertes de chiffre d'affaires jusqu'à 70%. Donc Amine, si tu pars en France, ne t'y prends pas, n'essaye pas. On te connaît, hein. Ne t'y prends plus. Attends, mais 1 500 €, ça veut dire qu'il y a quand même des voleurs qui ont réussi non, mais là, c'est par à voler 1 supermarché. 500 €. Non, là, c'est par supermarché sur un an. Un supermarché qui perdait 5 000 € d'articles volés n'en perd plus qu'environ 1 500 en moyenne. Donc ça permet de réduire de 75%. Mais pour moi, ça veut dire qu'il y a des voleurs qui sont mieux que l'intelligence artificielle quand même. Mais non, c'est cumulé sur toute l'année. Non, mais généralement, il y a une étude qui a été publiée, donc effectivement dans un contexte de crise économique, etc. C'est-à-dire qu'il y a des vraies personnes qui sont quand même en difficulté financière, c'est un vrai sujet. Oui. Payent 30%, 40%, 50% de leur panier et décident de réduire la facture, de faire baisser la facture de 10-15%. Donc c'est un vrai sujet, mais bon, voilà, on n'a pas le droit de voler, c'est interdit. Et l'intelligence est là pour nous aider à y remédier. Très bien. On aime bien voir l'intelligence artificielle au service de la société. N'en déplaise à toi, Amine. Tu es bien silencieux. Elle t'a convaincu ? Ah ouais, définitivement. Je bois ses paroles. Alors moi, j'avais une autre question. Vas-y. Tout à l'heure, tu m'as coupé. Si vous le permettez, monsieur Oui. Abensour. On a parlé du Sahara. Moi, j'aimerais qu'on aille un peu plus au sud ensemble, dans les pays continentaux, africains, qui sont nos voisins. Est-ce que vous pensez que ce rapprochement France-Maroc peut être bénéfique pour les entreprises françaises sur le plan économique pour investir ? Est-ce que vous pensez que le Maroc est une clé pour les entreprises françaises qui souhaitent investir en Afrique francophone ? Écoutez, oui, c'est une évidence pour nous. Et on a prêché cette parole auprès des entreprises françaises depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, pour réussir en Afrique, le vrai modèle ou le meilleur modèle, c'est justement de s'installer au Maroc et de s'exporter à partir du Maroc en Afrique. Vous avez des grands groupes qui l'ont fait, je peux citer Orange qui a plus de 800 personnes
aujourd'hui à Casablanca et qui gère son hub Afrique à partir de Casablanca, mais aussi plusieurs autres entreprises et plusieurs autres industries. Je pense qu'aujourd'hui, grâce à la compétence des talents marocains, de la compréhension aussi de ces pays qui sont différents, on a aujourd'hui cette possibilité d'être au Maroc et d'utiliser les compétences qu'on a localement pour aller en Afrique de manière sereine. Est-ce que la France et le Maroc pourraient peut-être se retrouver en concurrence dans ce territoire d'Afrique qui a longtemps été convoité et contrôlé un peu par la France? Voilà, comment la France voit-elle l'expansion du Maroc en Afrique? Écoutez, j'ai envie de dire que je ne sais pas si je peux dire ça, mais je vais quand même le dire. Je pense que la France a perdu ses positions en Afrique. Merci, elle a perdu pied, même, vous pouvez le dire. Elle a perdu pied. Je pense que, en Afrique francophone, c'est clair, mais c'est un fait. Voilà, après, il faut reconstruire une histoire. Après, le président Macron rappelait à lui hier aussi que la réglementation européenne, qui est très contraignante, a complètement déstabilisé les entreprises françaises, notamment dans la banque. Et il se retournait vers Monsieur Kettani, président d'Attijari Wafa Bank, en disant vous avez très bien joué puisqu'on a laissé la place et que vous l'avez prise parfaitement et avec brio. Donc tout ça est reconnu. C'est aussi une complexité du système européen aujourd'hui, de la législation européenne, qui ne permet pas à des entreprises de se développer de manière sereine et pérenne sur ce continent. Et aujourd'hui, vous avez l'alternative, c'est donc le Maroc qui, à travers ces structures établies ici d'entreprises marocaines, purement marocaines ou à capitaux français, ouvre cette opportunité en termes de banque, en termes d'infrastructures, en termes de communication, en termes de BTP, etc. Vous avez aujourd'hui cette possibilité et je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur modèle. Très bien. Il nous reste quelques petites minutes. On va aller chez Rimel, comme chaque vendredi, les bons plans culture pour la fin de la semaine. C'est Week-end en culture. Week-end en culture. Et on commence par une belle programmation qui s'annonce pour Years of Culture, donc l'année culturelle Qatar-Maroc. Ce projet met à l'honneur une série d'activités culturelles et artistiques qui font vibrer les deux pays. Au programme, des expositions d'art, des projections de films, des concerts et même des conférences pour échanger et découvrir de nouvelles perspectives. Alors à suivre de près, les événements au Maroc. Donc la 3e édition du Qatar Africa Business Forum, c'est prévu pour les 16 et 17 novembre à Marrakech. Donc c'est pour bientôt. En plus, il y aura des résidences artistiques qui vont permettre à des artistes qataris de collaborer avec des artistes marocains pour créer des œuvres itinérantes. Par exemple, ce mois-ci, 3 artistes qataris sont venus à Rabat et ont travaillé avec 3 artistes marocains pour produire des fresques dans le cadre du programme Jedari Art. Donc une belle fusion des styles et des cultures. L'initiative prévoit aussi un tournoi de foot féminin, des voyages de bénévolat et même des échanges autour de l'organisation de la Coupe du Monde, de quoi rendre cet événement inoubliable. Donc on va laisser ça de côté et côté sortie ce week-end, il y a de quoi faire plaisir. Demain, un rendez-vous sympa pour les amateurs de théâtre d'impro à la Villa des Arts de Rabat avec Game Over et Chaos d'impro. C'est un spectacle complètement déjanté. Et Safia, elle est partie, mais j'ai trouvé un événement qui va lui parler. C'est la troupe Nostalgia qui nous réserve un concert vraiment unique. Alors, eux, ils font quoi ? Ils reprennent toute une sélection de musiques, de films et de dessins animés qui ont marqué notre enfance. Donc ces titres sont interprétés par l'Orchestre interculturel du Maroc. Ils feront vibrer la salle Bahnini de Rabat aussi demain. Ça sera demain soir. Un vrai saut dans le passé. On a compris, t'inquiète pas. Dans le passé avec une touche musicale. Je vous fais écouter un extrait. يكتشف الغامض والمثير يستنتج بالعقل الكثير كونان الرجل الصغير يسعى دائما. Et enfin, cap sur Marrakech, où la troupe du Jamel Comedy Club débarque au Megarama avec du stand-up en force. Redouane Arjan, Ayoub Marceau, Nash et MH Levré nous promettent une soirée de rire et de punchline, alors que vous soyez à Rabat ou à Marrakech, vous avez un beau week-end, un joli week-end avec de belles découvertes culturelles. Et si vous êtes à Casa, restez chez vous à la maison, c'est ce que j'ai envie de dire. Ouais. Et on n'a pas parlé de coopération culturelle à l'occasion de cette visite et sur il y en a beaucoup. Le travail ça peut être un bon mot de la fin. Pardon ? Bien sûr. Ça peut être un bon mot de la fin, la coopération culturelle.
Oui, culture et industrie créative, avec une déclaration d'intention entre le ministre français de la Culture et la ministre marocaine de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication relative à la coopération culturelle dans les domaines des industries culturelles et créatives, du livre, des échanges artistiques et des métiers d'art et du patrimoine. Comment vous voyez la coopération Maroc-France dans ce domaine-là ? Écoutez, je pense qu'elle est très bonne. Le travail déjà qui est fait par les instituts français au Maroc était assez impressionnant. Je pense qu'à ce niveau-là, la France a déjà fait et pourra faire encore plus. Moi, en conclusion, si vous me permettez, je pense que ce qui est important, c'est quand vous lisez les accords qui ont été signés ou les déclarations, c'est que les deux chefs d'État ont convenu de superviser directement le suivi de ce partenariat d'exception renforcé en désignant un comité stratégique de suivi. Ça, c'est important. Et je pense que c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas juste dans un effet de communication, on est dans un effet où tout le monde est convaincu des deux côtés que ce partenariat doit aller très loin et qu'on doit écrire ce livre dont on parlait initialement. J'ai une dernière question pour vous. On parle de... C'est très bonne chute. J'ai dit, je sais, il a dit, je vais conclure, mais cette nouvelle page dont on parle, vous la voyez comment ? Vous êtes un homme d'affaires ici au Maroc, vous êtes conseiller du commerce extérieur, vous la voyez comment cette nouvelle page ? Écoutez, je la vois fructueuse, je pense que c'est assez évident. Le Maroc a tracé la route jusqu'à 2030. La France aujourd'hui a prouvé ses intentions et ses ambitions. Donc on va voir une feuille de route qui va se dérouler, je pense, de manière optimale. Un secteur ou quelques secteurs où on pourrait mieux faire en termes de collaboration ? Écoutez, je pense que c'est mieux faire, c'est plus s'intégrer. J'ai discuté avec un grand patron de l'aéronautique, pour ne pas le nommer, qui a inventé la phrase qui est le « Made with Morocco », et non plus Made in Morocco, qui est le patron, qui est le patron que vous connaissez. Et je lui disais, mais est-ce qu'un jour, on va fabriquer autre chose, beaucoup plus de composants au Maroc, peut-être des ailes ou un cockpit ou autre chose ? Et ce qu'il me disait est assez intéressant. Dans ce qu'on fabrique déjà au Maroc, il y a un pourcentage d'intégration qu'on peut déjà doubler ou tripler. Donc déjà, intégrons encore plus ce qu'on fabrique au Maroc en termes de valeur ajoutée, en termes de R&D, en termes d'ingénierie. Et puis après, on verra s'il y a d'autres choses à faire. Sur ces mots, les amis, notre émission touche à sa fin. On vous dit merci, Monsieur Abensour. Merci à vous. Merci à vous autour de cette table. Merci à toi. Merci tu as été glorieuse. Hamza et Ismaël à la régie. Et à la semaine prochaine. Salut. Merci.